Chers amis, bonjour. Aujourd'hui au Cercle Aristote, nous recevons Alain Falanto. Alain, bonjour. Bonjour. Et comme chacun sait, selon ce mème qui circule sur Internet, aujourd'hui le sujet c'est le Frexit et comme vous le savez, le Frexit m'excite. Donc, pourquoi notre invité de ce jour? Parce que il est l'auteur de deux ouvrages sur l'Union européenne dont nous allons surtout nous appesantir sur le dernier. Hein, le premier était un bilan de l'Union européenne depuis Maastricht et le second, c'est le Frexit, tout va bien se passer. C'est aux presses de nos amis de Résistance républicaine, Christine Tazin, que je salue et qui a facilité notre mise en contact. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai beaucoup aimé votre livre, préfacé par le camarade Nicolas Vidal, donc de Putsch. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un livre, c'est un vade-mecum sur un sujet extrêmement compliqué qui est, théoriquement, qui est le Frexit, qu'en réalité vous en faites un sujet extrêmement simple, ça coule et c'est lisible par la gardienne d'immeuble, Par tout le monde. votre peintre en bâtiment, votre femme de ménage, n'importe qui. N'importe qui, moi c'est quelque chose que je recommande quand vous avez quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. C'est vraiment l'ouvrage qu'il fallait. Ça nous manquait. Je tenais à vous remercier de l'avoir fait, en espérant que ça aiguise les appétits de certains. Alors, on va suivre pas à pas à votre livre disons, dans quelques coupes, hein, au sens géologique du terme. Premièrement, il y a quelque chose. Ce que vous faites à la fois, vous rappelez les grandes données du bilan de l'Union européenne, vous faites un bilan du souverainisme et vous posez des questions, disons, sur lesquelles on va revenir, qui apparaissent comme assommantes d'un point de vue technique, mais qui en réalité ne le sont pas. Et en réalité, vous leur donnez la légèreté que souvent il nous manque dans nos médias parce que vous revenez à des choses très simples, très terre à terre. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça sur le fond. Et je dois le dire, moi travaillant dans la technique pure de ces sujets, le pire, c'est qu'on ne peut pas vous contredire techniquement. C'est ça J'en suis sûr. qui, c'est, voilà. Non mais, vous savez, on est face quand même sur ce sujet-là particulièrement des obsédés du point virgule. Donc, c'est fait pour vous noyer dedans. Si vous voulez. Qui a fait du droit communautaire, c'est que le droit communautaire a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'il a la complexité des droits de common law sans avoir leur sagesse, et il est de forme écrite comme les héritiers du droit romain, mais il n'en a volontairement pas la clarté. Donc, en réalité, c'est un non-droit régnant. On va commencer par des données simples. Vous faites un bilan au vitriol de l'Union européenne, c'est-à-dire en reprenant les principales non-réalisations communautaires. C'est quoi, c'est quoi vos ratages européens préférés? Je pense que c'est l'euro. L'euro, je pense que c'est le ratage suprême. L'euro qui nous a fait perdre à peu près 2,5 millions d'emplois industriels, qui a fait de nous un pays sous-industrialisé, hein, et qui est dit, voilà, qui donc avec les recettes fiscales manquantes qui vont avec, et qui explique en grande partie l'état d'endettement de notre pays et l'état misérable des comptes publics de la France, avec un mur de la dette mais qui était prévu depuis longtemps, parce qu'on en parle que maintenant. Enfin, la trajectoire financière de la France, elle est calculée par la Banque de France sur le site de la Banque de France depuis des années. C'est pas une surprise, c'est 50 milliards de charges de la dette qui deviendront 70 et qui deviendront 100 milliards, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête si on reste dans l'Union européenne. Donc ça, c'est le plus gros ratage. Et ensuite, moi, il y a aussi l'immigration, la politique migratoire de l'Union européenne qui nous empêche de prendre les mesures nécessaires. Mais je dirais en fait que
c'est un faux débat de savoir si l'Europe, parce que évidemment les européistes vous répondent toujours que l'Europe ne peut pas être accusée de 100% de 100% des choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça n'a plus aucune importance en fait. Je pense qu'il faut laisser ce débat aux historiens, aux universitaires qui décideront, qui discuteront pour savoir si l'Union européenne est responsable de 100%, de 50%, de 10%, ou même pas du tout de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais il est un fait qui est indiscutable, c'est que notre appartenance à l'Union européenne nous empêche de prendre des mesures qui nous permettraient de sortir de l'ornière. Et c'est tout ce qui compte à l'heure actuelle. Oui, c'est un point de vue, c'est un point de vue intéressant. Ça nous permet de faire un point, parce que les gens doivent le comprendre. L'Union européenne a trois types de compétences, dans les grandes lignes. Compétences qui ne sont qu'à elle, compétences qui sont temporairement à vous et qu'elle peut vous prendre, et compétences pour vous empêcher d'utiliser les compétences que vous pourriez avoir. Bon. Les troisièmes sont, même par les juristes, sont tus, parce que c'est un sujet qui rend mal à l'aise. Parce que théoriquement, un État fédéral ne fait pas ça, même, enfin, si vous voulez, le problème, c'est que l'Union européenne est, comment dire, l'enfant monstrueux de plusieurs systèmes dysfonctionnels. Si vous voulez, le grand dissident soviétique qui avait écrit l'Union européenne, la nouvelle URSS, quand il disait que ce qu'il y avait de plus proche était l'Union soviétique, il n'avait pas tort. Parce que l'Union soviétique, c'était plusieurs systèmes imbriqués. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas tous dysfonctionnels. Sinon, ça n'aurait pas réussi les choses que ça a réussi. Là, vous avez une somme de systèmes dysfonctionnels. C'est-à-dire que ça a les problèmes d'un État fédéral, ça a les problèmes d'un État centralisé, ça a les problèmes d'une organisation internationale, et ce n'est aucun des trois. Et Et ça ça n'est n'a apporté respecté rien. par personne. C'est surtout ça aussi le problème. C'est Pardon? que ça n'est respecté, c'est une entité qui n'est respectée par personne. C'est-à-dire le monde entier nous signifie chaque jour qu'il ne respecte pas l'Union européenne, hein, que ce soit la Chine, si vous regardez Mmh. qui le gouvernement chinois a envoyé pour accueillir Von der Leyen à l'aéroport. Je crois que c'était le ministre de l'écologie ou quelque chose comme ça. Je crois même qu'ils l'ont renvoyé, cette pauvre femme, par un vol commercial, si mes souvenirs sont bons. Bien sûr. Là, Hum. là, d'un point de vue diplomatique, elle n'est personne. Donc, ils l'ont même pas humiliée. Ils l'ont traitée comme elle doit l'être. Ça l'a Et, surpris. oui, Erdogan l'a aussi traité comme elle devait l'être, selon le protocole. Elle n'était pas habituée, mais s'il n'avait pas de chaise, il y avait une raison. Bien sûr. Euh, Sergei Lavrov a humilié Borrell comme un moins que rien, qui a découvert pendant la conférence de presse que des diplomates européens étaient expulsés. Et puis, même le soi-disant allié américain, hein, si vous vous souvenez de ce que disait Victoria Noland, Mmh. là, fuck the EU, tout est résumé dans cette phrase. Non, Bah, personne n'a rien à faire de ce que pense l'Union européenne, mmh qui n'exerce sa puissance en fait que vers l'intérieur. C'est comme c'est une coquille vide qui n'a mmh. pas de. Moi, je voulais savoir quel était le bilan de l'Union européenne vu par l'Union européenne. Je me suis connecté tout naturellement sur le site de l'Union européenne et j'ai trouvé trois misérables paragraphes qu'on dirait écrits. Je pense que ma fille qui a 12 ans pourrait écrire ça avec. Alors, on y parle de quoi? Ben, d'aide humanitaire, de défense des minorités, et puis c'est tout. Voilà, rien d'autre. Il n'y a Mmh. aucune volonté enfin, aucune envie d'imposer sa volonté sur l'extérieur. Il n'y a aucune volonté de puissance en fait, au sens de Raymond Aron, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, elle impose sa volonté que sur l'intérieur, c'est-à-dire sur nous, les pauvres victimes expiatoires de sa folie normative. Alors, c'est juste, je me permettrai juste d'observer pour l'avoir vécu. J'ai été dans les institutions communautaires plusieurs années. C'est qu'en réalité, ils ont une vision de la violence qui est de la puissance qui est déstructurante. C'est-à-dire que, pour eux, il faut forcer le monde à être aussi déconstruit qu'eux, mais tout le reste est acceptable à ce prix. C'est-à-dire, grosso modo, je vais vous donner l'exemple de la théorie des réacteurs, quelque chose qui n'existe que dans l'Union européenne, hein, qui est quand vous êtes dans les institutions. C'est-à-dire il faut que la croissance mondiale soit tirée par la Chine, les États-Unis et l'Europe alternativement. Bon. L'Europe ne pouvant pas le faire,
il faut prier que la Chine le fasse. C'est ça la théorie des réacteurs, c'est-à-dire il faut éviter à tout prix de là à, à se saigner soit que l'un des trois réacteurs, enfin, que l'un des deux autres réacteurs s'éteigne. Si vous voulez, c'est un truc qui n'a pas de sens, qui relève vraiment de la pensée magique, et c'est pour ça que ça n'existe pas à l'extérieur des murs. Mais par exemple, le droit des minorités, vous l'avez très bien dit, qui est une obsession. Quand vous y êtes, on va être très simple, les relations extérieures du Parlement sont réglées par trois commissions. La commission AFET, Affaires étrangères, la commission SD, Sécurité et Défense, et la commission DH, la commission Droits de l'homme. La commission AFET, c'est 40% à 50% de questions LGBTistes. Non, en commission défense, on doit être dans les 30 à 40%, puisque il y a le genre et le soldat, les chiottes genrées en interopérabilité. Enfin, ne vous inquiétez pas, j'ai eu des débats passionnants. Ça a beaucoup, ça a rendu palpitant de mes après-midi. Vous avez 50 à 60% de questions de minorités en affaires étrangères, 100% droits de l'homme. 100%. C'est le, si vous voulez, c'est le mur des droits de l'homme. Or, mais pour eux, ils vont contraindre le monde comme ça. C'est-à-dire que quand on aura contraint des petits pays pauvres à avoir un mariage gay, on aura fait un grand pas vers l'humanité. Ou on en aura fait faire un à l'humanité, peu importe. Donc, si vous voulez, c'est, comment dire, ils ont une pensée de la puissance par la dégénérescence. C'est-à-dire, le monde sera commun quand vous serez aussi dégénéré que nous, dans les grandes lignes. Mais, mais ce qui est intéressant dans votre propos, c'est le, on découvre un peu tous les jours les actes passés de l'Union européenne et leurs conséquences sur nous. Mais ce que les gens doivent comprendre, je pense que vous prenez le problème par le bon bout, c'est qu'il n'y a aucun moyen de réaction. Aucun. Ça nous amène au Il faut deuxième écouter point. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, c'était quelqu'un qui était précieux. Jean-Claude Juncker, il manque. Je sais qu'il est en Ah train oui, il nous d'écrire. manque. J'ai cru savoir qu'il écrivait ses mémoires, qu'il avait un bureau à la Commission ou au Parlement où il écrivait ses mémoires. Jean-Claude Juncker, entre deux rasades, disait tout haut ce que tous les autres gardaient pour eux. Aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. Voilà. Tout est Et d'un résumé point de dans vue cette phrase. technique, C'est vrai. il a raison. Et oui, il a raison. Mais Jean-Claude Juncker a toujours raison, en fait. On ne peut pas dire qu'il mente, simplement, il Ah non, lui, il divulgue mentait sur les pas. autres. Lui, il mentait pas. Il avait beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts, enfin les défauts d'un maître du monde luxembourgeois, donc la petitesse et d'être peu regardant sur les chiffres. Mais moi, j'étais dans les institutions dans l'époque Juncker. Je ne l'ai jamais vu, dans son discours mensuel, je ne l'ai jamais vu mentir. Il avait juste cette franchise que les latins appelaient nuino veritas, cette franchise qu'ont les poivreaux, qui est, de dire, à quelqu'un, quand vous êtes en train de l'entuber: «Je t'entube». Donc le un homme précieux, vous avez tout à fait raison C'est un et homme absolument. heu et à qui nous souhaitons une longue vie parce qu'on ne serait jamais à l'abri qu'il en balance d'autres et le mais ça nous amène à 2 bilans que vous faites. D'abord celui du souverainisme français et celui du souverainisme anglais. Parce qu'on arrive, si vous voulez, c'est sur ces compétences c'est sur ces compétences par la nocivité, ces compétences d'empêchement que le Brexit commence. C'est quand David Cameron supplie les eurocrates en disant: «J'ai Farage dans le dos», plus la partie encore patriote du parti conservateur. «Laissez-moi réguler l'immigration». Un petit peu, un tout petit peu. Les Anglais en peuvent plus du dumping social des travailleurs d'Europe de l'Est, de l'arrivée massive de délinquants du continent. Ils en ils en ils en ont plein les bottes. Laissez-moi juste ça. Là et là, pour le coup, c'est pas Bruxelles qui a répondu. C'est directement Berlin. Nein, Renein, Re-Renein. Il fait le Brexit, il dit: «Bon, je vais le gagner bon, de justesse, tout va bien se passer». Paf!
Hein, et c'est d'ailleurs la seule chose qui empêche David Cameron de sortir de l'histoire par la petite porte, c'est Et même les d'avoir marchés financiers n'avaient pas anticipé la victoire du oui. même, La veille, les marchés financiers eux-mêmes n'y croyaient même pas. Je me souviens très bien, de ce qui s'est passé. Cameron non plus. Cameron pensait gagner d'une courte tête. Donc ouais, il a été le premier surpris, je pense. il a été le premier surpris. Mais ça a commencé parce que justement, la Grande-Bretagne ne pouvait pas, les compétences d'empêchement étaient beaucoup trop lourdes sur un pays qui est quand même très sourcilleux de sa liberté. Donc la seule chose, c'est comment, pour vous, les Anglais, on est arrivé à leur faire comprendre la compétence d'empêchement. Ils ont voté par rapport à ça, de gauche comme de droite d'ailleurs. Et quoi qu'on en pense, heu, si vous voulez, quand on voit la masse des sondages et pas le sondage qu'on vous sort parce qu'il y en a eu 10 et qu'il y en a eu qu'un seul qui a donné la réponse attendue. Bah, le problème, c'est que le regret du Brexit est quand même très, très absent des masses populaires en Grande-Bretagne. Très limité. Or, par contre, ce qui, est observable, c'est il y avait 2 partis qui voulaient faire un comeback dans l'Union européenne, le Parti travailliste et les Lib Dem. Le Parti travailliste l'a fait rayer de son programme, en comprenant pourquoi les Lib Dem n'ont pas de représentants aux chambres. Parce que c'est le sujet du retour dans l'Union européenne qui empêche la création d'un macronisme anglais, qui sont les Lib Dem anglais, et qui serait beaucoup plus, comment dire, enfin, mondialisto-compatible qu'un parti travailliste où siégeaient il n'y a pas encore longtemps des gens comme Jérémy Corbyn ou autres, vous voyez? Mais le coup, non, non, on va revenir dans l'Union européenne, leur redonner du fric, entrer avec l'Albanie, parce qu'il faut être honnête, Et on la prépare l'arrivée Bosnie-Herzégovine. et la Bosnie-Herzégovine. Et attendez, on va avoir des trucs géniaux. L'entité albanaise, le narco-État monténégrin. Et après, c'est le Caucase. Hmm. Après, c'est le Et peut-être Caucase. le Kosovo, éventuellement, si ça devient un vrai État un jour. Ouais, d'ailleurs, Berlin leur a promis. Donc pourquoi désespérer, plus Marilou, mais pourquoi désespérer Hakim Tachi? Or et puis après, c'est le Caucase. Ça nous fera peut-être même regretter de ne pas vouloir les Turcs, je vous le dis tout de suite. Moralité, la Grande-Bretagne serait le seul État solvable dans la liste des nouveaux entrants. Donc la question, c'est comment les hommes du Brexit ont fait comprendre ça aux Anglais et comment les souverainistes français n'arrivent pas à le faire. Que vous faites les 2 bilans. Le Brexit, d'abord, il a failli échouer quand même dans les négociations parce que Theresa May Mmh, n'avait aucune intention que ça aboutisse. Elle tout à attendait fait. qu'une chose, c'était de pouvoir abandonner au milieu pour rester dans l'Union européenne. C'est grâce à Boris Johnson que ça s'est finalisé. Maintenant, sur le contenu des négociations de Brexit, moi, j'ai lu le traité. Je trouve qu'ils ont cédé sur beaucoup de choses. Mmh. Ils ont cédé sur énormément de choses. Ils ont accepté quasiment toutes les normes européennes, quand on regarde bien. Ils ont réussi à sauver la City, évidemment, Mmh. l'industrie financière, mais sur tout le reste, ils ont quasiment tout accepté. Et ils ont commis une erreur majeure, à mon avis, Mmh. euh, c'est de ne pas considérer, de ne pas sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. Et qui sont encore en train de, erreur funeste, qui sont encore en train de payer aujourd'hui. Ils sont encore Parce en que train de payer, ça je suis toute d'accord. leur politique migratoire, parce que bon, tout le monde ne sait pas peut-être, mais la Cour européenne des droits de l'homme n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ça, Mmh. c'est pas forcément évident. C'est le Conseil de l'Europe. Et donc, je pense ils ont pas osé aller jusqu'au bout de leur idée. Ce qui fait qu'ils risquent d'être bloqués sur ce qui les concerne les concernait le plus, c'est-à-dire la maîtrise de l'immigration, qui fait qu'ils ne pourront pas expulser leurs clandestins vers Kigali comme ils le souhaitaient, parce que le Conseil de l'Europe va leur dire non. Maintenant, est-ce que le Royaume-Uni va revenir
pourrait revenir dans le giron de l'Union européenne, je ne pense pas, parce que contrairement à ce qu'on nous dit sur les chaînes d'information françaises, ça va pas si mal que ça au Royaume-Uni. Que je sache, le salaire minimum a augmenté encore de 10% au 1er avril. Il doit 35% d'augmentation depuis le Brexit. Voilà, donc il doit être à 11 pounds 45, quelque chose comme ça. L'industrie britannique exporte Oui. largement, ils ont une industrie largement supérieure à la nôtre, que je sache. En, Les en, manufacturières se redressent et encaissent plus les coûts que les industries de la zone, y compris les coûts énergétiques, alors que quand même c'est une île. oui. Et le chômage doit être à 4%, si mes souvenirs sont Dans bons. le genre. Ouais, tout à fait dans Ouais, le genre. d'accord. Je pense que la France serait très contente d'afficher des chiffres comme ça. Ah, de très loin. On en est très très loin. On en est très très On en loin. est très très loin. Donc, en fait, le Royaume-Uni va très bien s'en sortir. Après, ils appliquent une politique migratoire que moi, je trouve contestable, mais c'est leur problème. Voilà. Ils veulent substituer à l'immigration d'Europe de l'Est une immigration musulmane venant des anciennes colonies comme l'Inde et le Pakistan. C'est Alors, leur problème. ils ont, pour être tout à fait précis, ils ont le problème du passeport britannique donné au Commonwealth, mais ça, c'est un très vieux problème, parce que ça, ils le font après la décolonisation. Mais surtout, ils ont un double problème. Ils ont un problème de stock et un problème de flux. Ils ont le problème du stock, le stock accumulé sous Tony Blair. Parce que l'un des grands fossoyeurs de la Grande-Bretagne, c'est Anthony Blair, au nom de son européisme d'ailleurs. Et, euh, et le second, c'est que, toujours d'ailleurs aidés par l'UE, ils ont beaucoup cédé aux sirènes séparatistes et régionalistes. Avec d'ailleurs, à cette époque-là, toute la droite et l'extrême droite française applaudissaient le sécessionnisme écossais. Maintenant que ce sécessionnisme sent le curry, la droite française, qui apprendra bientôt la même chose en Corse et dans d'autres coins où les mouvements sécessionnistes draguent l'immigration, très nettement, eh bien malheureusement, les pouvoirs très étendus donnés à l'Écosse fait que les Écossais sécessionnistes, pour faire nombre, ont maintenu les parts les plus immigrationnistes du droit communautaire. Ce qui vous explique aussi la concentration vers le nord des nouveaux arrivants. Mais ça, par contre, vous avez raison de le dire, c'est leur problème. Et Ils en assumeront les conséquences. ils assumeront les conséquences et eux peuvent le régler. Ils peuvent Nous, si changer vous d'avis. voulez, nous, on vit avec des robinets ouverts. Mais Voilà. Et nous, on ne nous, peut on a. pas les fermer. Bon. Enfin, théoriquement, d'après ce que j'ai compris, parce que pourtant j'ai relu ça, mais théoriquement, chaque État a le droit à ses quotas migratoires, d'après ce que j'ai compris. Je suis même pas sûr, c'est tellement à l'obliger. Mais une fois que vous avez mis le pied sur le continent européen, c'est terminé. Voilà. Exact. Donc, Mais attendez, ça, c'est pour les clandos. oui, oui, Parce c'est que pour les condos. et c'est ça que la droite française veut pas comprendre, c'est que le droit européen, c'est l'allié des cheap jobs. Donc, dès que vous en faites venir un pour les cheap jobs, il a un droit intouchable. Et ça, c'est la CJUE qui le dit. La CEDH, elle est très critiquable, mais la Mais elle est moins CEDH, nuisible. Elle est bien moins elle nuisible est que la bien Cour de moins justice, c'est nuisible. certain. C'est certain. Le, parce que la CEDH, on peut en sortir. La CJUE, pour en sortir, il faut sortir de l'UE. C'est pas le même, c'est pas la même procédure. Or, ça, si vous voulez, on a remis avec mes équipes énormément de notes techniques sur l'immigration. Dès que le cheap job est là, il a un droit à faire venir le regroupement familial communautaire, Oui. descendant, enfin Ascendant. évidemment conjoint, Oui. descendant, ascendant, latéraux. Maintenant, latéraux. Donc, il y en a, vous nous en laissez venir un, il peut, s'il se démerde pas trop mal avec une association qui touche d'ailleurs du fric de l'Union européenne pour aider les migrants, et ça, Dieu sait qu'il y en a, grosso modo, il peut faire venir, s'il se démerde bien, entre 5 et 6 personnes. Et ça, par contre, ce flux-là, c'est pour ça d'ailleurs que quand beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à quatre pattes devant l'Union européenne, les Mélonies, les machins, etc., ils vous parlent maintenant plus que des clans d'eau, parce que tout simplement, la magie de l'Union européenne, c'est on va arrêter l'immigration illégale, on vous le promet. On va la légaliser, comme ça au moins elle sera plus illégale. Comme ça, c'est plus des clandestins,
ils prennent moins de risques et tout le monde est content. C'est Aurélien Taché qui avait dit ça. S'il y a autant de, si on distribuait plus de papier, il y aurait moins de clandestins. Voilà. Et la méthode communautaire, malheureusement, certains États s'y plient. Et ça, par exemple, c'est le secret des fameux résultats danois. Le Ah, Danemark, pour se plier au, au droit communautaire, alors qu'il a un léger opt-out qui lui permet d'en avoir un peu moins, mais ça, de toute façon. ils trouveront une parade. Ils trouveront parce qu'ils Ah, mais la ils ont parade est. négocié une exemption, d'accord, mais il y a les autres piliers européens et les mafias sont déjà sur le coup. Ah, Alors, j'ai pas les données, je peux pas le prouver, mais je suis intimement persuadé mais que quand vous on regarde inquiétez à peu pas. près les chiffres Ah, danois, mais vous ça sera... inquiétez pas. Philippe Murer Ah, a fait d'accord. ce travail. Ne vous inquiétez pas. Les chiffres, on les a passés au tamis. En réalité, on a pris des clandos, abracadabra, ils sont entrés dans l'immigration légale. Bon, et attendez, en plus, pour contourner la législation danoise, les autres pays se plient au droit européen sur les points de l'opt-out, qui sont particulièrement les mariages mixtes. Donc, ils vont se marier en Suède ou ailleurs, et après ils viennent. Et le dernier point, c'est que les bandes ethniques de pays d'Hambourg et autres, ben, si vous voulez, vont passer le week-end à Copenhague. C'est pas compliqué, vous voyez. Donc, le problème, c'est pour ça que, si vous voulez, si ça avait marché, on est d'accord qu'un pays ne parle pas d'immigration tous les jours pendant 20 ans, ce qui est le cas maintenant de la gauche dite sociale danoise, si le problème s'était amélioré. Le problème ne s'améliore pas. Ne peut La pas seule chose, s'améliorer. C'est le impossible. système ne le peut pas. Et de toute façon, il a été décidé qu'il y aurait 50 millions d'immigrés. Ça a été décidé, c'est le plan, je crois que c'est le plan Juncker, si mes souvenirs C'est sont le plan bons. Juncker, tout à fait. Oui, le plan Juncker. Il a été décidé que 50 millions d'immigrés rentreraient Ouais. parce que Vous c'était inquiétez, nécessaire, vous parce qu'on a inquiétez pas, besoin de, on a besoin de j'étais main-d'œuvre. physiquement présent le jour où il a été présenté. Donc, Donc, 50 millions au minimum, il y en aura donc 10 millions pour nous. Au minimum, on est bien d'accord, au au minimum, bien minimum. sûr. Hein. Une fois que le patronat allemand aura tamisé ce qui lui plaît, le déchet, disons, glissera gentiment vers nous. D'accord. Donc, on peut Oui, tout à fait. même tabler sur 15 millions. Donc, que vous le vouliez ou non, vous aurez vos 15 millions. Que vous le vouliez ou non. Et vous n'y pouvez rien, que vous le vouliez ou non, il n'y a pas moyen de s'y Ah, mais, opposer. vous savez, le jour où ça a été présenté, donc, moi, j'étais au cabinet du député Schaffhauser, donc, lui était dans l'hémicycle, nous, on assistait à ça. Quand il a dit 50 millions, personne n'a bronché. Tout le monde était là, parce que tout le monde est toujours là quand le patron de la commission est là. C'est le seul moment d'ailleurs où il y a des gens dans le Parlement. Enfin, faut arrêter. Enfin, l'hémicycle est perpétuellement vide. J'y étais pour le savoir. Or, le problème, c'est que personne n'a moufté. 50 millions, c'est quand même un gros chiffre, si vous voulez. Moi, je me rappelle exactement quand il l'a prononcé, parce que je me suis dit, 50 millions. Et les mecs, vous vous rendez compte que dans le même temps, l'Union européenne va perdre naturellement 100 millions d'habitants. Donc ça veut dire que vous allez en remplacer un sur deux, certainement par un subsaharien. C'est une dissolution. On est pris en ciseaux entre un monstre démographique de l'autre côté de la Méditerranée, enfin Mhm, l'Afrique subsaharienne, que la bande sahélienne. tout à fait. Le Maghreb, c'est moins vrai. Je pense qu'il n'y a plus que l'Algérie maintenant Tout à qui est fait. pas encore C'est tout fait de à fait juste. Les transition. autres sont en fin de leur transition démographique, très nettement. Donc là, il y a un monstre démographique qui est en gestation. Il y a des pays, par exemple, des pays comme le Nigeria vont dépasser les 300 ou les 400 millions d'habitants. On ne se rend pas compte de ce qui va se déverser sur nous. Et en même temps, en creux, vous avez les enfants qui naissent pas, particulièrement dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal, voilà, et en Grèce, les pauvres, voilà, il y a plus de naissance. Je me souviens très bien d'ailleurs, quand je vivais en Espagne, le directeur de l'école où étaient mes enfants m'avait dit si ça continue comme ça, il finira par y avoir plus d'écoles que d'enfants. Donc ces deux phénomènes conjugués fait que c'est pas 50 millions qu'on va récupérer, c'est le double programme probablement, si on ne fait pas attention. En tout cas, si vous voulez, d'ailleurs, ce point migratoire, vous le mettez dans le bilan, dites que c'est l'un des points qui bloque le souverainisme français, c'est de ne pas assumer ses positions sur l'immigration. Oui, je pense. Bon. Si on regarde
Alors, les souverainistes, le camp souverainiste. Alors, j'exclus le Front National et Reconquête. Ils ne sont pas, enfin, d'après mes critères, ne sont pas des partis souverainistes. Ils peuvent se considérer comme patriotes s'ils veulent, mais dans leur programme, je n'ai pas vu de sortie de l'Union européenne. Eux, ils font partie de ceux qui pensent qu'on peut changer l'Union européenne de l'intérieur. Voilà, ce que j'appelle les renégociateurs. Bonne Mais chance. vous avez une typologie qui est excellente là-dessus, je trouve. Ça, c'est un des documents les plus Oui. complets que j'ai vus. Alors, les refondateurs, bon, ça, c'est ceux qui n'ont rien à dire. Voilà. Oui, Quand on oui, parle de oui, ça refondateurs, mange pas de pain. aussitôt dit, aussitôt oublié, les refondateurs. Après, vous avez les renégociateurs qu'on peut pas écarter comme ça d'un revers de main. C'est vrai qu'à priori, on pourrait penser que pourquoi un pays comme la France pourrait pas obliger l'Union européenne à revoir certaines choses. Mais ça a déjà été tenté. Regardez juste le marché de l'électricité. Hmm. 1 an et demi de négociation pour quelque Pour chose qui est rien. crucial pour nous, absolument Ouais, crucial, hein. Et ouais. pour Pour rien du rien. tout, en fait. Hein. Rien. Soi-disant une victoire française, mais quand on lit le détail, il n'y a pas de victoire française. Il n'y a aucune On fait victoire ce qu'on française. veut à condition que la Commission soit d'accord. Hmm. Donc rien n'a changé. Donc Et je les rappelle traités, que la Grande-Bretagne, pays qui nous est en tout point comparable, a tenté de renégocier de Margaret Thatcher à David Cameron. Donc cet exemple-là, il a déjà échoué par un pays oui, qui en plus, lui, avait gardé sa monnaie, donc qui était même plus puissant que nous. oui. J'avais perdre de vue que les Anglais étaient à peine plus dans l'Europe que ne sont la Suisse et la Norvège, en fait. Quand on réfléchit Mmh. bien. Ni dans l'euro, ni dans Schengen. Mmh. La Suisse est largement autant dans l'Union européenne ou la Norvège que ne l'était le Royaume-Uni. D'accord. Mmh. Et même comme ça, ils ne sont pas parvenus à obtenir ce qu'ils veulent. Tout à fait. Donc les renégociateurs, en fait, je me demande s'ils y croient eux-mêmes, en fait. Moi, je ne sais pas vous ça, vous le savez mieux que moi, vous les côtoyez. Je pense que, sincèrement, ils ne pensent pas Alors, un instant qu'ils vont pouvoir sauf renégocier les quelques traités. idéologues de droite radicale qui sont dans les 2 partis, dans les 2 formations, mais eux, fondamentalement, ils réalisent leur fantasme d'extrême droite. Donc si vous voulez, pour eux, ça leur rappelle le Reich, donc bon, pourquoi pas? La seule chose, c'est que, souvent, parce que je les ai vus en institution européenne, ces gens-là, de toute façon, ils ont ils ont la xénocratie macronienne en pire dans les veines, ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que dès que les étrangers parlent, ils plient et ils sont contents de plier. Moi, je me rappelle de députés qui votaient, qui sont aujourd'hui d'ailleurs l'un d'eux est à Reconquête, qui votaient ce que disaient les Italiens, ce qu'il faut faire l'Europe. Hors manque de peau, les Italiens s'attaquaient aux intérêts de qui? Aux nôtres. Mais donc si vous voulez, c'est vraiment un macronisme, de droite pour les autres. Ils Comme ils y connaissent rien, par défaut de travail, ils voient pas l'étendue des dégâts et donc ils vont encaisser quand les autres vont leur taper dessus, parce que la première chose qu'ils feront, c'est de leur taper dessus et les derniers, ils pensent qu'à la longue, on les aura. Oui, toutes les administrations britanniques depuis Maggie se sont dit la même chose. Vous vous rendez compte? Moi, si vous voulez, je n'ai pas de souvenir, je vais avoir 38 ans. Je n'ai pas de souvenir de Margaret Thatcher. Moi, à Le peine. 1er le 1er ministre britannique dont je me rappelle, c'est Major. Or, si vous voulez, vous vous rendez compte, le temps depuis Maggie Oui. pour arriver jusqu'au Brexit et nous, on n'a que, pour l'instant, des pouvoirs français, enfin, euro et germano-serviles. Vous imaginez donc si on commence la valse renégociatrice là en 2027, Oui. va falloir 30 ans avant de se rendre compte qu'il faut sortir. Vous et moi, nous serons à la retraite avant que quoi que ce soit en sorte. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Mais le Alors, mais donc et après les renégociateurs, il y a les souverainistes stricts. alors, je vais éliminer tout de suite les derniers, les alcoolos, quoi. Parce qu'on les entend beaucoup, en fait, ceux qui appellent la guerre civile, le- voilà, souvent ce que vous appelez des droitards, quoi, disons. Oui, oui. C'est une race de gens. Bon, ça, c'est pas crédible, mais ils ont la parole, quand même. Ils ont la parole et Ah oui, on les oui, entend oui, beaucoup. ça c'est sûr, ils ont la parole, oui. Alors, une autre race assez commune, c'est ceux que j'appelle les messianiques. C'est ceux qui attendent une puissance extérieure. Le surpuissant Viktor Orban qui Oui, viendrait oui, les sortir de là. c'est très juste.
Voilà. Mais ça, c'est assez commun, hein. Ah C'est oui, assez bah, commun. c'est commun, Si Vladimir tu- Poutine viendra on- sur son dragon pour voilà, cramer Aubervilliers. Oui, oui, mais ça, voilà, c'est ça. Dieu sait qu'on a entendu. On va construire une Europe différente avec le club de Visegrad, par Oui, exemple. Voilà, le club de Visegrad, dont je rappelle que c'est avant tout un lobby financier, en fait, qui a pour seul objectif de soutirer un maximum d'argent de l'Union européenne. C'est ni plus ni moins que ça. D'ailleurs, il y a un site internet. et pour, Chaque fois qu'ils se réunissent, il y a un compte rendu que vous pouvez le lire. Voilà, on prend bien soin de préciser qu'on est européiste et otanien à la fin. Ça ne manque pas. c'est ce que vous dites est parfait. Parfait. Et je tiens à dire en plus, parce qu'à travers la caisse qu'ils entendent prendre, la vraie cible, c'est bah, le pays qui perd le plus. Donc la vraie cible, c'est le contribuable français. Je le rappelle quand même. Et en deuxième lieu, pas enfin, le contribuable allemand peut-être. Le problème, Mais c'est c'est un que ces pays-là sont investissement pour tellement eux. soumis à l'Allemagne que pour l'Allemagne, c'est un investissement. Pour nous, c'est une perte sèche. Oui, pour nous, c'est une perte sèche et sous-estimée en plus, parce que quand on nous dit oui, mais on verse, je sais plus, 25 milliards, mais on nous en rend 15, enfin bref, ça ne coûte que 13. Non, non, ça c'est un mauvais calcul, ça. Si je vous prends 1000 euros sur votre salaire et que je vous en rends 500, mais en ticket restaurant McDonald's ou en abonnement du journal Le Monde, est-ce que je vous ai rendu 500 euros? Non, je vous ai rendu quelque chose qui vous est parfaitement inutile et qui n'a pas la moindre valeur. Alors, si, dans le cas de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? Le contribuable français finance la Pologne, et pour le remercier, la Pologne fait délocaliser les usines et lui envoie des travailleurs détachés. Voilà. Donc, en fait, le coût réel de l'Union européenne pour un pays comme la France, c'est pas 13 milliards, c'est peut-être 4 ou 5 fois plus chaque année. Très largement sous-estimé. Vous avez tout à fait raison d'insister sur enfin d'insister, en tout cas de traiter à part si vous voulez, ceux qui attendent que ça se casse la gueule tout seul sous les coups alors, sous les coups d'une puissance étrangère. Alors encore pire, nous on avait traité ça par Romain Bessonnet dès 2014. Vous faites un sort au groupe de Visegrad et à tout ça. Vous le dites très bien d'ailleurs, Un lobby financier. c'est un lobby financier. Ouais, Voilà, je sais. c'est-à-dire, donnez-nous du blé où on fait un malheur, et dont la première cible est quand même le contribuable français. Il Oui. faut être honnête, hein. Euh, le contribuable allemand en second, mais comme l'Allemagne prend ses pays pour son hinterland, c'est un circuit, alors que nous, c'est une perte. Nous, Donc, c'est une perte sèche. nous, c'est une perte sèche. Donc, le, mais venons-en aux partis frexiteurs. Comment les analysez-vous? Quels reproches leur feriez-vous? Parce Alors, qu'il l'Europe, faut être, comment dire, l'autocritique est un exercice nécessaire et salutaire. premièrement, je reprocherais à certains d'entre eux de pas se rallier à d'autres. Ils sont un petit peu trop nombreux pour 2% de l'électorat. Et je dirais que je serais extrêmement étonné qu'ils aient tous les moyens financiers d'aller jusqu'au bout d'une campagne électorale dont le ticket d'entrée doit tourner autour du million d'euros. Oui, oui, 750 000 à 800 000 déjà pour tout ce qui est logistique, impression de bulletins, profession de foi, etc. Et le reste, si on veut faire un peu campagne quand même, 200 000 de plus. Oui, donc on est à un ticket pour une campagne basique à 1 million. Ensuite, certains d'entre eux, disons, enfin, l'un d'entre eux qui existe depuis très longtemps, hein, l'UPR, ne veut pas comprendre que on n'est pas dans l'économie d'Internet où le premier rentrant remporte la mise. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, donc, Hmm, c'est pas parce qu'on est le premier sur le marché du souverainisme que tout le monde doit se rallier derrière hmm, vous. Voilà. Bien ça. Et ensuite, ce que je leur reprocherais en tant qu'électeur, électeur de base, hein, c'est de ne mhm. pas prendre en considération le problème migratoire. Vraiment, suffisamment. Ils le prennent en considération, mais pas suffisamment, eu égard à la souffrance de certains de leurs compatriotes. Hmm. Ça, c'est le.
vous insistez sur ce point-là. Alors, à titre personnel, heu heu, c'est vrai que les souverainistes, c'est drôle d'ailleurs parce que le problème du souverainisme, c'est un mouvement double. C'est un mouvement politique, mais c'est également, heu, un très grand mouvement idéologique. Vous voulez vous enlevez les souverainistes de ce que la droite ou la gauche française ont produit pour l'avenir du pays ces 30 dernières années, il ne reste rien sauf le système, une part résiduelle de l'extrême gauche et une ou 2 individualités de droite qui souvent d'ailleurs recyclent, souvent de manière laborieuse, ce que les souverainistes, ont fait. Donc, si vous voulez, la quasi-totalité de la critique migratoire sérieuse est souverainiste. Dupaquier, bon, qui nous a quittés, Lolland, Tribala, tous ces gens-là, vous voyez? Hem, le le gros problème, c'est que, si vous voulez, il y a nécessairement un fond de vérité dans ce que vous dites. Parce que si l'électeur l'entend pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait passer. Et ça, on a une part de responsabilité là-dessus. Parce que Vraiment. aussi, il faut faire comprendre à l'électeur que les raisonnements dits en camembert ne peuvent pas ne s'appliquer qu'à des événements indépendants. On vous dit: «Oh oui, les gens sont concernés en premier lieu par le pouvoir d'achat, ensuite la sécurité et seulement troisièmement l'immigration». Mais ces événements ne sont pas indépendants. Tout est lié à l'immigration. Si vous faites, voilà, si vous faites rentrer quelques millions de, comme on l'a déjà évoqué, si vous faites rentrer quelques millions de bénéficiaires non cotisants, vous détruisez tous les systèmes mutualistes et vous faites baisser le pouvoir d'achat et vous allez augmenter la dette. Voilà. Il Oui, faut juste faire comprendre que les très événements ne juste. sont pas indépendants. Oui, si vous voulez, c'est très juste. Et ce qui est drôle d'ailleurs, parce que je pense que c'est lié au défaut premier des souverainistes français. Ceux qui doivent pas mésestimer leur poids, parce que le problème des souverainistes français, c'est qu'on se rend compte, c'est que c'est que la plupart s'expriment à travers 2 formations qui ne sont pas souverainistes. Reconquête, où vous avez un souverainiste sur 2, et le Front national, où vous avez près de 2 souverainistes sur 3. 2 partis où la notion de Frexit est majoritaire, électorat et sympathisants. Tous les 2. Et pour le Front national, largement. On arrive d'ailleurs aussi sur le Frexit, à des scores remarquables dans l'électorat de la gauche radicale, également. Faut le souligner par honnêteté. Or, c'est que le problème des souverainistes, c'est que souvent, ce sont des bûcheurs et des gentils garçons. Donc ils tapent pas de poing sur la table et souvent ils ont tendance, si vous voulez, ils parlent pas assez fort sur un sujet, mais c'est les seuls capables de le traiter. Prenez le cas migratoire, la gauche diversitaire parle très fort. Déjà parce qu'elle doit maintenir un principe de discipline sur un électorat qui est de plus en plus allergique à l'immigration, y compris l'électorat de gauche. Mais la droite parle très fort, à la fois parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle a pris de mauvais plis, elle assimile tous les immigrés et les uns aux autres, elle ne voit pas le problème communautaire, c'est-à-dire que un Cambodgien posera toujours moins de problèmes qu'un Algérien, ce que tout le monde est conscient, mais personne n'ose le verbaliser. Donc résultat, après, vous vous retrouvez avec des raisonnements qui n'ont pas de sens à la Renaud Camus, qui est de dire que toutes les immigrations vont se lier contre les blancs. Et donc vous vous retrouvez avec 15 millions de gens contre vous. Bon, le match est plié. C'est pas jouable. Enfin si, c'est jouable si vous voulez faire le Liban. Bon, d'accord, OK. Qui veut faire Beyrouth? Bon. Or, le problème, c'est que, si vous voulez, on est les seuls à pouvoir penser et organiser la remigration. C'est ce que je dis souvent. Le plus grand intellectuel de la remigration, c'est Laurent Ozon. C'est l'un des dossiers qu'il a fait passer d'identitaire à souverainiste. Parce que nous, on prend l'immigration au sérieux, très au sérieux. Je vais vous donner un exemple. Le meilleur site sur l'immigration, c'est l'Observatoire de l'immigration. C'est le plus technique, c'est le meilleur, de très, très, très loin.
il est tenu par un jeune homme qui vient du CRE, de Critique de la raison européenne. Or, mais vous devez avoir raison quelque part. Si c'est pas compris par les lecteurs, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais là où, par contre, je pense qu'il faut nous maintenir un point, c'est on a été les seuls à lever le fait que l'immigration est un fait européen. Et aujourd'hui, un fait européen majeur. Parce que sans le droit communautaire, nous n'aurions pas nous n'aurions pas eu cette augmentation drastique de l'immigration depuis le traité d'Amsterdam, qui est celui qui sanctuarise l'immigration comme une compétence exclusive de l'Union Exclusif. européenne. C'est écrit noir sur blanc, C'est à eux. exclusif. Oui, c'est vrai. C'est à eux et il faut. Et le problème, c'est que ça nous contraint. Ça contraint des partis de droite totalement immigrationnistes. Je vais prendre l'exemple de Reconquête. Il n'y a pas plus anti-immigré que Reconquête aujourd'hui. Bon. Le problème, c'est que comme ils veulent faire une politique patronale, et comme ils ne veulent pas toucher à l'Union européenne, bah, ça les contraint sur l'immigration à la gymnastique suivante. Un, de dire que l'immigré qui vient pour faire baisser les salaires n'est pas un mauvais immigré. Parce que le patronat le veut, et que le patronat, ça doit être la bourgeoisie patriote. Donc, voilà. Le mauvais immigré, c'est celui qui va faire venir sa famille derrière. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche de la manière suivante, c'est que dès que le bullshit job, c'est lui qu'il faut arrêter. Parce que lui, dès qu'il arrive, le droit européen lui donne, l'assurance qu'il ne repartira jamais, que s'il devient délinquant et qu'on arrive à vouloir l'expulser, la procédure des OQTF est telle que déjà, virer un mec, il faut se lever le matin. Et dernier point, qu'il a l'assurance de faire venir ses ascendants, descendants et latéraux. Le regroupement familial étant un fait de droit européen intouchable. Au passage, la CEDH a toujours dit et a toujours écrit qu'elle a sanctuarisé, c'est pour ça que la France a plié, qu'elle a sanctuarisé la vie familiale normale tout le temps que l'Union européenne ne pouvait pas le faire, par la procédure de dialogue des juges. Donc, quand certains osent me dire oui, mais c'était Giscard, c'était pas l'UE, la CEDH vous dit elle-même le contraire. Nous l'avons fait, grosso modo, on vous l'a glissé et on en est très content. Donc, vous voyez, on a essayé, si vous voulez, on ne parle pas assez de l'immigration, mais je vous le dis, qu'une partie de la droite ait menti pour une rente électorale sur l'immigration et qu'en réalité, aujourd'hui, le problème, c'est que le vrai débat sur l'immigration, malheureusement, il commence maintenant. Parce que j'ai peur qu'une certaine droite ait beaucoup menti pour assurer des rentes politiques et voire dans certains cas des rentes familiales. Je ne dis pas qui je vise, mais je pense que certains comprendront. Et le cirque sur la loi immigration, c'était bien triste, c'est un triste spectacle, parce que c'était plié d'avance de toute façon. Euh, Évidemment, évidemment, Discute du sexe des anges, quoi. Il dit, ça a autant de crédibilité, cette loi, que si vous et moi, on se met à discuter d'un voyage sur Jupiter. Voilà. Ça ne dépend pas d'eux, eh bien, ils font comme si c'était le cas. hein, exact. Or, il y a aussi un dernier point sur lequel votre livre est vraiment très utile. Vraiment, vraiment, et très bien fait. Je crois d'ailleurs que c'est votre spécialité, hein, de base. Je crois que vous êtes dans l'économie, donc vous êtes, je pense, dans la gestion de Dans fonds la d'actifs gestion d'actifs et des produits dérivés structurés. et c'est toute la partie sur l'euro. Déjà, on va pas entrer dans trop de détails. Je viens de faire une émission sur les legs, de Vincent Brousseau, mais ça se voit que vous maîtrisez ça parfaitement. Donc, si vous voulez, et vous l'expliquez très bien. Vous expliquez très bien 2 faits qui, pour moi, sont cardinaux, pardon. Vous rappelez la structure de l'euro, donc, parce Qui que est une, l'euro
une monnaie d'ancrage, ce qu'on appelle une Une monnaie monnaie d'ancrage. d'ancrage, la peg en anglais. Ouais, Voilà, c'est-à-dire c'est que c'est pas une monnaie, vous avez 20 monnaies, je sais pas combien il y a de pays dans la zone euro, 20 monnaies nationales dont on a figé il y a une vingtaine d'années les cours de change respectifs, les degrés de liberté. donc si vous voulez, elles ne peuvent pas fluctuer par rapport les unes aux autres et elles s'échangent à un pour un. Mais le problème, c'est que c'est X monnaies. Oui, Ce n'est pas une seule monnaie, c'est oui, autant de monnaies qu'il y a de joueurs. c'est l'euro-franc, l'euro-marque, L'euro franc, l'euro l'euro marque. pesetas. Donc, donc, si vous voulez, la sortie de l'euro, techniquement, c'est la neutralisation du PEG. Bon, autrement dit, c'est pas dramatique. Non? Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression que ça a été construit pour pouvoir en sortir. Tout à fait. Contrairement à tout ce qu'on nous dit, hein, contrairement à ce qu'avait déclaré M. Draghi, L'euro est irréversible. l'euro est irréversible, voilà, il n'est pas question d'en sortir, alors que si vous vous souvenez bien, Merkel était à deux doigts de gicler la Grèce en quelques Bien jours. sûr, nous le savons aujourd'hui. Heu, comment dire? Le Gauleiter et le tortionnaire de la Grèce, monsieur, comment s'appelait-il cet Allemand à roulettes? Schäuble. Schäuble. Ouais. Le, Macron est d'ailleurs venu au Bundestag faire l'éloge funèbre de M. Schäuble en allemand. Je l'ai pas vu à la télévision française, mais je l'ai vu ici. Un discours en allemand au Bundestag pour rendre hommage à M. Schäuble. ah bah, c'est on là on en bon, hein. Heureusement que les hiérarques de Vichy ont pas perdu leur temps, pour chaque membre du Reich que la résistance a buté, parce que sinon ils auraient passé leur temps dans le train. Or, le problème, c'est que, vous voyez, le tortionnaire de la Grèce, lui, il voulait l'expulser pour ensuite, parce qu'ils avaient peur, à raison, que la Grèce se relève très vite, pour la torturer ensuite Et oui, nous torturons la Grèce pour que les Italiens entendent ses cris. et entendre ses cris. Et en réalité, c'est Timothy Geithner, secrétaire d'État américain, qui a dit aux Allemands: «Les chleux, enfin vous allez vous calmer, parce que l'euro, c'est une machine créée par les banques américaines, donc en réalité, j'ai mon mot à dire là-dessus.» Non, il s'est invité aux réunions, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Il s'est invité. Il est arrivé de nuit Ouais. et il avait un plan d'ailleurs extrêmement technique, comme les Américains savent faire, parce que pour lui, et c'est tout à fait normal, l'euro, ça servait à une chose, ça sert à ce que le monde bancaire européen, regardez l'exemple de la France, quand j'étais gamin, la France, c'était une table à 4 entre le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel pour l'Est, la Société Générale et la BNP. Oui, Une table à 4. Avant, aujourd'hui, tous les spécialistes en valeur du trésor qui gèrent nos dettes sont des boîtes américaines. oui, C'est oui, toutes les actifs d'Europe, je parle sous votre contrôle, sont en 20 ans passés pour une part non négligeable dans des mains américaines, et ça, c'est grâce à l'euro. oui, C'est absolument. grâce à l'euro. Or, le problème, c'est que vous comprenez pourquoi Geithner a dit les vendeurs de feta vont se calmer et les Bavaroises vont se calmer. Parce qu'il a pas pris l'avion depuis Washington pour uniquement filer des perles. C'est lui qui calme les Allemands et c'est lui qui fait comprendre à Tsipras que les ballons sondes que Tsipras avait envoyés vers les Russes avaient été entendus, n'avaient pas nécessairement plu côté américain, et que des coups d'État en Grèce, l'Amérique en a déjà fait un. Donc, et le message a été compris par Varoufakis comme par Tsipras. Or, le problème, c'est que le risque, c'était pas que la Grèce ne se relève pas et près de sortie de l'euro. Le risque, c'était que la zone se casse la tronche après même la sortie de la Grèce. Alors, on n'imagine pas si l'Italie, deuxième industrie, troisième économie de la zone, ou si la France venait à sortir. Alors, vous expliquez très bien ça. Il y a une autre chose que vous expliquez très bien, c'est la lex monetae. Et ça, c'est un point, si vous voulez juste revenir une minute dessus. Qu'est-ce qui va se passer quand nous signifierons à tout le monde notre sortie de la zone euro?
eh bien, nous appliquerons la lex monetae qui signifie que, en tant qu'émetteur, nous avons le droit de rembourser notre dette dans notre monnaie nationale, en francs français, et en fixant nous-mêmes le taux de change. Alors, ça va entraîner tout de suite quelque chose. Les agences de notation ont déjà prévenu qu'elles nous mettraient immédiatement en défaut. Mais Oui, en fait, il faut voir ça comme une opportunité. Parce que vous imaginez bien que si la Grèce a failli faire claquer le système financier international, je ne veux même pas imaginer que l'onde de choc qui va faire magnifique. quatre fois le tour de la Terre au cas où la France ferait défaut. Et là, je pense à M. Patrick Drahi, qui disait, c'est lui qui disait, si vous devez 1000 euros si vous devez 1000 euros à Si une vous devez banque, vous 1000 avez un euros à votre problème. banquier, vous avez un problème. Si vous devez Voilà. et 1 milliard, c'est lui qui a un problème. Voilà. Et d'ailleurs, il est en train de leur faire du chantage actuellement Oui, bien sûr. à ses créanciers Il a raison. pour bénéficier d'une restructuration de sa dette. Ben, Eh bien, ça veut juste dire qu'il a compris comment marche le système. alors évidemment, ça va être une épreuve de force entre nous et la BCE et les marchés, nous, la BCE, trois acteurs et les marchés financiers en général. La BCE va essayer de nous punir dans un premier temps, c'est-à-dire que, comme elle a menacé de le faire avec Mélanie, si vous vous souvenez bien, Tout juste à avant que fait. Mélanie soit élue, Madame von der Leyen lui avait dit, nous avons des outils. Qu'est-ce que c'est les outils? C'est l'euro, c'est la Banque centrale européenne qui détient 25% de la dette italienne, et donc il suffit même pas de vendre une partie de ces 25, il suffit juste d'en acheter moins, ou même qu'il y ait une rumeur que vous allez en acheter moins. Ça suffit Hmm. pour faire exploser les taux d'emprunt. Donc, il est certain que la BCE va faire monter, va nous punir comme ça. Mais simplement, euh, nous avons en France un certain nombre de banques dites systémiques, hein, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, si mes souvenirs sont bons. Donc, Tout à fait. personne n'a envie d'un défaut de la France. Personne. Bah, Parce que le ça défaut, voudrait dire un défaut des banques françaises, et ça voudrait dire, alors là, je pense que en termes de modélisation du chaos, je pense que personne n'est en mesure de dire ce qui pourrait advenir. ah Donc, en bah, fait, on que l'un des pourrait. pays au monde qui a le plus de banques systémiques par habitant, ce qui est l'équivalent, je parle sous votre contrôle, ce qui est l'équivalent en termes d'actifs de la dissuasion nucléaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire parce qu'il faut bien se rappeler pour nos auditeurs, Edith Banque Systémique, la banque dont la chute d'elle seule entraînerait un choc systémique sur la Potentiellement peut communauté entraîner financière la chute internationale. de tout le système. On ne sait pas, en fait. C'est un peu la définition exacte en physique de l'effet papillon, on ne sait pas. On ne Voilà. sait pas la moindre variation des conséquences imprévisibles. Donc, Et si donc vous ça, voulez, c'est un quelqu'un atout pour qui nous, a ça. la chance d'avoir ce matériel Hmm. peut tout à fait dire arrêtez-moi ou je Malheur. fais un vrai malheur. Ouais, ouais. D'ailleurs, il ne faut pas raisonner comme un épicier. Je veux dire, il ne faut pas raisonner comme un épicier à la Lemaire, la dette doit être remboursée, un sou est un sou. Non, non. Le non-remboursement de la dette est déjà inclus dans les taux d'emprunt. Voilà, c'est tout. Donc une dette, ça se restructure. Voilà, c'est tout. On fait ce qu'on appelle des haircuts, on coupe le coupon de moitié, ce qui est à échéance 20 ans devient une obligation perpétuelle. Voilà, il y a des Hmm. tas de solutions pour structurer une dette. Et puis c'est tout, faut pas hésiter, faut pas hésiter. Et il est certain que beaucoup d'acteurs préféreront renoncer à leur coupon, une partie de leur coupon, plutôt que de se retrouver avec rien du tout et voir la France faire défaut complètement. Mais techniquement, nous serons en défaut. Les agences de notation ont déjà prévenu, mais ça n'a Oui, pas d'importance. ça Ça n'a pas n'a pas d'importance. d'importance. Non. Donc, Voilà. C'est et vraiment une chance inespérée de renégocier la dette. Moi, je vois ça comme ça, c'est personnel, hein, mais oui, mais je dis, moi, je suis techniquement d'accord avec vous. Déjà, parce que c'est ce que j'écrivais dans mon livre en 2013 sur la loi dite du 3 janvier. C'est-à-dire que vous, n- vous n'avez, vous, n- ces gens ne sont pas arrivés à dépioter un pays comme l'Argentine quand elle a fait défaut. Alors, de là à s'attaquer à nous, il y a quand même une marge. oui. Donc, le, j'ai jamais cru aux vengeances de banquiers. Vous voulez, le Non, président Mao avait un mot pour ces gens-là, c'était tigre de papier. Je pense que c'est resté. un professionnel de l'investissement, il raisonne pas comme une personne. Il a pas de Tout à fait. sentiment.
Si un pays fait défaut, ça veut dire qu'il ne fera pas défaut la semaine prochaine non plus. Donc, autant lui reprêter de l'argent. On raisonne juste en probabilité, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de Voilà. sentiment. Donc, même si vous faites défaut, il est quasiment certain qu'un pays comme la France, quand la Russie a fait défaut en 97, 18 mois après, les investisseurs étaient déjà de retour sur la dette russe. L'Argentine, je crois que c'était au bout d'une semaine ou deux, 3 jours. où les J'ai gens se battaient pour des bouts de barbac dans la rue. Tout à fait. En moins d'une semaine, Ça a oui, duré 3 jours. exactement 3 jours. Parce D'accord. que j'avais interviewé Lavagna, qui était ministre du Travail puis Premier ministre argentin, et c'est lui qui a dévalué. C'est lui D'accord. qui a fait le défaut. Voilà. Donc, 3 jours. la France serait peut-être privée des marchés financiers, de l'accès à la dette pendant quelques semaines. Mais à la limite, c'est pas grave parce que de toute façon, il faut relancer la dette détenue. La dette, c'est pas tellement le montant qui compte que les détenteurs. Que C'est les aussi important. détenteurs. C'est Et bien très sûr. juste. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté. Mais bon, on n'a pas le temps de traiter ça, mais c'est peut-être même plus important qui détient votre dette que le montant de la dette en lui-même. Eh bien, c'est tous ces sujets-là que vous êtes arrivés à traiter dans un ouvrage. Sincèrement, ne le prenez vraiment pas mal ce que je vais dire, hein, parce que c'est un vrai compliment. Vous avez fait vraiment le type de livre qui nous manquait, je tenais à vous en remercier. Vous avez fait ce que j'appellerais le parfait ouvrage du souverainiste de plage. L'été arrive, pas assez vite, mais quand même. Parce que c'est un ouvrage profond mais léger, qu'on peut lire à la plage, qu'on peut lire dans le train et surtout qu'on peut faire lire à la personne qui n'y comprend rien. C'est le C'est but. Je c'est le c'est clair, c'est bien enlevé. Je souhaite vraiment à votre livre le plus profond succès vous remercie et je vous infiniment. remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.